Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, afin d'aborder un sujet qui nous tient tous à cœur. Le thème de cette conférence est, au seuil de ce troisième millénaire, une communauté humaniste de destin et l'avènement d'une mentalité européenne. Cette conférence sera suivie d'un débat où vous pourrez poser vos questions. Autant l'homme a l'impression de tout savoir et de bien maîtriser les éléments extérieurs physiques, autant il ne peut que reconnaître son impuissance à contrôler la qualité de ses relations avec les autres hommes. Au seuil de ce troisième millénaire après Jésus-Christ, mais en fait millénaire qui suit de très nombreux autres, l'être humain connaît toujours la souffrance et participe encore à de nombreuses guerres, à de nombreux massacres. Il a certes trouvé un certain confort de vie grâce à la médecine, une certaine sécurité grâce à son organisation en société. Mais tous les progrès matériels et techniques qu'il a obtenus sont compromis en permanence par les risques de destruction et les conflits toujours plus importants qui éclatent dans le monde. La maîtrise de l'homme sur son environnement paraît avoir nettement avancé. Mais les transformations qu'il a créées, transformations qui n'ont pas toujours été des progrès, le mettent en situation de danger. Il n'est pas en conflit avec ce Dieu. L'homme, par sa capacité à décider de nouveaux comportements, par son libre arbitre, s'est mis bien souvent en conflit avec son environnement. Il s'est trouvé un ennemi de plus, la nature. Il lui a déclaré la guerre. Mais en s'attaquant à la nature, c'est à lui-même directement qu'il s'attaque. Car il est issu, tout comme l'animal, de la nature, et il doit tenir compte de cette source qu'il a mise au monde. L'être humain, en agissant ainsi, diminue sa qualité de vie. La pollution, en effet, perturbe de plus en plus gravement notre existence. L'homme est arrivé à un stade d'action sur le monde qui l'entoure, où il peut se détruire en totalité. L'excès de son comportement lui porte énormément préjudice. De nos jours, plus que jamais, nous devons admettre ce que nous avons toujours refusé jusque-là. Tout dans le monde, dans l'univers, est en interdépendance. Nous ne pouvons modifier notre comportement et les éléments extérieurs sans entraîner de conséquences et sans que nous en soyons nous-mêmes transformés. En science, en physique, on appelle cette loi la loi d'action-réaction. Nous oublions de l'appliquer à notre propre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la nature. Nous ne pouvons donc détruire impunément autour de nous sans le détruire un jour ou l'autre. Et pourtant, du jour au lendemain, leurs bonnes intentions sont restées sans effet. La guerre, la crise économique, la souffrance sont apparues sans crier gare. Cela fait de nombreux siècles que l'Europe a essayé de se constituer de gré ou de force, très souvent de force, avec par exemple Charlemagne, Napoléon et bien d'autres. L'Europe s'est faite et s'est défaite à maintes reprises. De nombreux penseurs ont apporté leur contribution en préconisant un comportement, une mentalité. L'un d'entre eux, Montesquieu, a écrit ces lignes. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je le rejetterais de moi. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais l'objet. Montesquieu, dans son discours, parle de préjudice et d'utilité. Ces notions sont très relatives en fonction de chacun. Un individu considérera que telle ou telle chose est utile, car il en a un besoin impératif. Un autre n'accordera absolument aucune importance à cette même chose. Pour lui,
elle ne sera pas utile. En ce qui concerne le préjudice, il en est de même. Certains individus se sentiront lésés, et d'autres, pas du tout, pour les mêmes types de besoins. En fait, Montesquieu, dans ses phrases, ne donne pas la notion de limite réellement, car tout individu pourra considérer qu'on l'a lésé, qu'il a subi un préjudice, parce que, par exemple, on ne lui a pas laissé la totalité de la parole sur les 10 minutes qui étaient consacrées à une discussion. Il pourra se sentir lésé parce qu'il n'aura pas eu 90% de la nourriture qui devait être partagée entre 10 personnes. Il pourra toujours considérer que par rapport à ses besoins, à ses exigences, il n'a pas obtenu satisfaction. La vraie question est donc de fixer réellement les limites de nos besoins et par conséquent celles de nos préjudices. Car en fonction de l'importance des besoins de chacun, nous avons automatiquement le seuil où commence le préjudice. C'est là où réside la difficulté. Et c'est à ce niveau qu'il faut surtout travailler. On voit dès lors qu'il s'agit avant tout de trouver une juste mesure, sans qu'il y ait vraiment de graves nuisances, sans que certains soient lésés ou meurtris dans leur intégrité. Il faut que l'homme élève sa conscience. Car à partir du moment où il atteint un niveau de conscience suffisant, l'être humain est capable de se rendre compte réellement des limites de ses besoins. Il peut restreindre ceci sans se nier. Il est en mesure de s'auto-discipliner, de s'auto-limiter. Il ne lui est plus nécessaire de s'affronter à l'autre, même diplomatiquement, pour connaître. Il gère celle-ci de lui-même, par son élévation de conscience. L'homme qui parvient à un niveau suffisant de spiritualité et de conscience est à même de réaliser ce qu'il ne faut pas dépasser, ce qu'il ne doit pas faire, ce qui risque de contrarier l'autre. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est très important que chaque citoyen, chaque être humain, soit suffisamment évolué. Il suffit qu'une seule personne ne restreigne aucun de ses besoins, ne limite aucun de ses intérêts, pour qu'elle gêne obligatoirement les autres. Comme la loi de l'interdépendance agit en permanence, les mentalités s'influencent forcément entre elles. Par conséquent, à partir du moment où suffisamment d'êtres manifesteront une mentalité et un comportement harmonieux, le reste de la planète sera contaminé automatiquement. Or, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu assez d'êtres harmonieux, et c'est la disharmonie qui l'a emporté. Il est donc réellement indispensable de développer notre niveau d'harmonie et de former des êtres harmonieux, respectueux des autres et ayant une conscience suffisante. À ce moment-là, nous aurons l'assurance que, par contagion, toute divergence, toute différence pourront être réglées sans violence et que tout besoin pourra être satisfait sans créer de préjudice. Aujourd'hui, nous sommes en train de constituer l'Europe. Nous cherchons à unir des pays qui ont des histoires, des passés quelquefois conflictuels, des pays qui sont proches et qui ont en général une façon voisine de voir les choses. Le projet européen est donc d'unir ces pays, de faire en sorte qu'ils se marient. Malgré tout le bon sens que peut avoir une partie des citoyens, le genre de relation qui va s'établir entre les groupes dépendra avant tout de la nature de leur inconscience, de leurs croyances réelles. Ce sont les croyances profondes qui vont assurer la qualité de la fusion. Si l'inconscient collectif d'un peuple est fait de croyances aveugles, à tendance sectaire, il va fatalement se heurter à celui des autres peuples, car il n'acceptera pas la différence. Pour savoir comment on peut obtenir une bonne union européenne, il est important de comprendre comment on peut réaliser une bonne union conjugale. Quelles sont les conditions qui vont permettre au couple
de s'entendre d'une manière durable et stable, sans erreur. Quand on analyse la situation dans le couple, on se rend compte que l'obstacle majeur à la solidité du mariage, ce n'est pas la race, mais la culture, les croyances des partenaires. Si ces croyances sont fanatiques, si le respect de l'autre n'est pas réellement présent, il ne pourra y avoir d'entente véritable et saine. Les troubles, les querelles de ménage, les violences conjugales se produiront. L'union européenne est en quelque sorte un mariage entre différents pays ayant chacun leur personnalité, leur culture. Que chaque pays ait sa propre personnalité, sa propre culture, ses propres croyances, est naturel et constructif. Cela ne peut que donner au mariage européen la qualité et l'harmonie nécessaires à la force de l'union. Encore faut-il que ces personnalités, ces cultures différentes se respectent. Les diverses cultures des pays mariés sont favorables à des échanges. Excusez-moi. Si les diverses cultures des pays mariés sont favorables à des échanges véritables, dans le respect mutuel de chacun, l'union se fera dans de bonnes conditions. Si par contre, elles sont empreintes de dogmatisme, de manque de respect de l'être humain, de sectarisme, les risques de conflit et de domination de l'un au détriment de l'autre surgiront. Lorsque les pays s'unissent librement, comme nous sommes en train de le faire pour l'Europe, il est indispensable qu'il y ait des liens communs de culture et que ces liens soient suffisamment harmonieux pour que l'union subsiste. S'unir contre un danger ressemble à un mariage stable. Mais en fait, ce mariage est artificiel. Il faudra renforcer les croyances communes idéologiques sur des bases harmonieuses universelles. Comme dans tout mariage, des concessions sont inévitables et nécessaires. Ces concessions consistent en des modifications de croyances, en des changements de comportement, volontairement décidés par chacun. Ces concessions sont en quelque sorte un acte d'amour, donc un acte d'union, permettant des rapports harmonieux. Si l'Europe se fait uniquement sous la pression des dirigeants, sous la pression économique, cette Europe-là sera en fait une coalition. Et comme toute coalition, elle ne durera que peu de temps. Il suffit pour comprendre l'ampleur des méfaits que peuvent causer certaines croyances, d'observer le comportement de nombreux scientifiques face à ce qu'ils n'ont pas encore étudié. Heureusement, il existe en France de vrais scientifiques de la qualité de Descartes, de Kepler, de Newton, d'Einstein. À notre époque, le professeur Dutel, Olivier Costa de Beauregard, Jean-Émile Charron sont des physiciens qui ont une attitude scientifique authentique. Non seulement ils ne condamnent pas ceux qui ne connaissent pas, mais ils étudient sincèrement et honnêtement certaines manifestations parapsychologiques. Il est intéressant de noter le comportement fanatiquement hostile et destructeur d'autres scientifiques qui n'ont pas étudié réellement ces phénomènes. Il est troublant de constater que les plus grands scientifiques, ceux qui ont marqué leur époque, comme Kepler, Newton, Einstein, ont étudié, expliqué ces mêmes phénomènes et reconnu leur existence. Nous avons remarqué tout à l'heure que la culture des êtres humains, comme celle des pays, était gouvernée par une large part, pour une large part, par l'inconscient. Nous en faisons nous-mêmes l'expérience dans la vie quotidienne. Tel mot malheureux nous a échappé. Nous avons agi de telle manière sans le vouloir vraiment, etc. On peut s'étonner que le côté instinctif, le côté inconscient, joue un si grand rôle dans le comportement humain. Car enfin, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal?
si ce n'est ses facultés supérieures. En d'autres termes, son libre arbitre, sa conscience, son intelligence. L'homme réfléchit. Il a par rapport à l'animal une sorte de désir de bien faire, de s'améliorer. Mais il a beau avoir ce désir très louable, il est capable de tuer ses semblables, 100 fois plus que l'animal. Il est capable des pires horreurs. En fait, ce libre arbitre, dont il est si fier, est une arme à double tranchant. Selon l'usage qu'il en fait, l'être humain peut construire des choses merveilleuses, mais il peut aussi provoquer de véritables désastres. Essayons de comprendre pourquoi. Oui, pourquoi l'homme, doté d'un cerveau analytique, d'une conscience soi-disant supérieure à l'animal, peut-il être, par moments, si destructeur? L'animal est régi par l'instinct. Il est soumis aux règles de son espèce auxquelles il obéit impérativement. Il vit en fonction de coutumes, de systèmes bien établis. Les animaux, quels qu'ils soient, savent très bien ce qui leur est nécessaire comme nourriture. Et ils ne mangent pas autre chose, ni plus qu'il ne leur faut. L'homme, lui, ne suit pas les règles comme l'animal. Il se les fait lui-même. Ces règles qu'il se crée peuvent être constructives, unificatrices, ou au contraire destructrices. Et comme il a aussi une nature instinctive, animale, inconsciente, il peut arriver à provoquer des situations conflictuelles bien plus graves que l'animal. L'animal, par exemple, quand il tue, le fait uniquement pour se nourrir. L'homme, lui, est capable de tuer pour tuer, par rapport à d'autres règles qu'il s'est fixées. Il peut se détruire la nature, détruire ses semblables. Il peut faire beaucoup de dégâts. Par sa créativité beaucoup plus importante, par son intelligence, par son adaptabilité, il a toujours la possibilité de trouver des moyens pour arriver à cette fin. Tout est démesuré chez l'homme. C'est là précisément qu'intervient l'inconscient, avec toute la force animale qu'il contient. Car une fois que l'homme a pris des décisions, celles-ci passent automatiquement dans l'inconscient. Ces règles que l'homme établit avec son esprit conscient se fixent ensuite dans l'inconscient sous forme de croyance. Et que fait l'inconscient? Il exécute aveuglément ce qui a été décidé, n'est-ce pas? Oui, il exécute exactement ce qui a été décidé, instinctivement. Je vois qu'il y a des personnes qui ont encore agi de cette manière-là. Excusez-moi, mais ça me gêne quand même. Je vois que personne ne me suit pas. Il faut comprendre que ce que l'on appelle la conscience de l'homme, c'est sa faculté de faire un choix conscient. L'être humain a un certain nombre de croyances, d'informations à sa disposition. Et il va choisir parmi elles celle qu'il considère comme vraiment la bonne. Mais dès qu'il a fait son choix, la croyance, dès qu'il a fait son choix, la croyance, l'information en question, fait partie de son inconscient automatiquement. Dès qu'il a décidé, cette chose n'appartient plus au domaine du conscient. Nous nous rendons bien compte tous les jours dans les décisions que nous prenons. Nous en rendons bien compte, excusez-moi. Nous décidons quelque chose au niveau du conscient, soit, mais dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent, nous n'y pensons plus. Cela devient inconscient, puis instinctif. Et lorsqu'ensuite nous nous trouvons face à un problème qui touche à cette décision, nous n'avons plus besoin de réfléchir pour faire un choix. Choisir est la caractéristique du conscient. Ensuite, l'inconscient. Ensuite, c'est l'inconscient qui prend le relais. Et l'inconscient va appliquer bêtement ce qui a été décidé au moment où l'homme a fait le choix.
Tout choix est donc lourd de conséquences, car l'homme peut faire de mauvais choix. Par son libre arbitre, il peut créer l'harmonie universelle ou le chaos complet. L'être humain a deux forces à sa disposition, son esprit conscient et son esprit inconscient. Sa force inconsciente n'est pas moindre que celle de l'être humain, mais l'homme a quelque chose de plus. Il peut régulièrement faire le choix dans toutes ses croyances, dans toutes ses pulsions inconscientes. L'homme peut modifier son inconscient. Ce n'est certes pas facile, car cet inconscient est mu par l'habitude, et l'habitude est là pour renforcer d'autant plus les forces instinctives. Il y a donc une inertie qui freine dans sa volonté de changer. Surtout s'il n'exerce pas sa faculté de choix, s'il ne développe pas sa spiritualité, s'il n'élève pas sa conscience, s'il ne se met pas au-dessus de tout ce qu'il a décidé. Le groupe qui se sera constitué sur ces bases de respect mutuel sera harmonieux non seulement à l'intérieur de l'humain, mais aussi dans ses rapports avec les autres. Car il est très important également que ce groupe puisse entretenir de bonnes relations avec l'extérieur. Ce n'est pas tout de faire une Union européenne. Encore faut-il que cette Union européenne n'ait pas de tendance fanatique, de tendance à l'agression vis-à-vis de l'extérieur. Par conséquent, tout comme dans le couple, cette union, pour être harmonieuse, devra reposer sur des bases de liberté, de compréhension mutuelle, en dehors de tout sectarisme, de tout dogmatisme. Pour cela, la conscience de chaque citoyen européen est la chose la plus fondamentale qui soit. Élever la conscience de chaque être humain afin qu'il prenne de bonnes décisions, c'est lui faire comprendre qu'il est capital pour la réussite dans la vie, la sienne et celle des pays, de respecter des principes universels, que tout le monde puisse accepter et de mettre à l'écart des croyances, qu'elles soient idéologiques ou autres, qui risquent de semer la discorde. Mais ces principes universels de respect de l'autre, de tolérance, d'amour, ne peuvent fonctionner que dans la mesure où l'homme cesse de croire à des choses qu'il ne comprend pas. Car on peut toujours se dire « je veux être tolérant, rempli d'amour, respectueux des autres ». Mais si en même temps on a ces désirs généreux, il reste toujours en nous ces autres croyances qui sont en conflit avec les nouveaux principes. Et elles le sont automatiquement dans la mesure où elles incitent à un certain comportement sans aucune raison valable. Toutes nos belles intentions, tous ces beaux principes d'amour, de paix, de tolérance, de respect des autres, resteront sans effet. Si l'homme met sa religion ou son idéologie en avant, s'il considère que sa religion, ses coutumes, ses convictions sont les seuls qui comptent, les risques de perturbation dans le couple, comme dans le groupe européen, seront très élevés. Par conséquent, il est essentiel que les Européens aient des croyances et des principes de vie communs, universels, mais fondés sur des valeurs d'harmonie, de manière à ce que toute notre croyance, consistant à accepter les comportements sans les comprendre, passe au second plan et disparaisse. Si vraiment un être humain ou un pays se comporte à cause de ses croyances, de telle sorte que l'autre n'est pas respecté dans son identité, il est manifeste que ces croyances sont à rejeter. Nous devons d'instaurer de nouvelles croyances qui puissent remplacer les anciennes, car malheureusement, celles-ci ont causé beaucoup de troubles aux Européens, puisque l'Europe n'a pas cessé de se déchirer. Enfin, le fait que je voudrais souligner maintenant semble évident. Mais nous sommes tous souvent aveugles pour les choses qui nous touchent de près, n'est-ce pas? Si nous voulons créer réellement l'harmonie au niveau européen, tâchons de commencer à la construire au niveau individuel, dans notre propre pays.
en France, il n'y a pas de guerre civile comme en Yougoslavie, l'harmonie ne règne pas pour autant dans la population. Les gens se jalousent, se haïssent, se blessent, oui, se blessent, ont un comportement cruel les uns par rapport aux autres, dans leur travail, au cours de réunions comme aujourd'hui, dans le domaine affectif, dans leurs relations en général. Beaucoup de Français sont loin d'être harmonieux actuellement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de guerre civile en France, comme en Yougoslavie? Parce que nous avons une économie qui marche tout de même à peu près, donc le ventre plein. Et que nous avons des lois et un gouvernement qui tiennent encore bon. Que le gouvernement vienne à être remis en question en supposant que les Français se mettent à douter du pouvoir central comme les Yougoslaves, et automatiquement, si chaque citoyen français perd confiance en l'État et ne vote plus, la France devient une Yougoslavie. J'ai créé par ailleurs, sur cassette audio, un cours mensuel de formation à l'harmonie et à la réussite, afin que les Français et les Européens puissent mettre en application cette nouvelle mentalité et progresser. Une question, quelles sont les composantes de l'humanisme? Comment les faire passer dans le quotidien? Comment créer la paix en soi pour pouvoir la créer à l'extérieur? Comment créer l'harmonie qui est faite en quelque sorte de respect de chacun, de respect de soi-même? Comment créer en soi la tolérance? Il est évident que ces choses-là ne se font pas, ne se créent pas en claquant du doigt. Cela demande une éducation. Et c'est bien pour cela que j'ai créé un cours de formation à l'harmonie et à la réussite. Car ça demande un entraînement. Évidemment, l'école pourrait s'en charger. Malheureusement, toutes ces choses-là ne sont absolument pas enseignées à l'école. Mais vraiment absolument pas. Moi, je suis horrifié de voir que ma fille, comme pour mon fils, les seules choses qu'on leur a appris, c'est des bagarres entre copains, c'est une compétition impitoyable, bien souvent, mais c'est grâce, avant tout, au fait de leur milieu social. C'est-à-dire que si leur père, leur mère leur a appris, en quelque sorte, à se comporter avec respect de l'autre, évidemment, l'enfant, dans la cour de l'école, ne va pas se mettre à frapper ou à cogner. Et je crois que certaines personnes ici présentes pourraient se dire, mais de quoi nous parle-t-on là? Mes enfants ne se battent pas. À l'école, je n'ai pas vu en effet qu'il y avait de problème. Mais évidemment, je suis persuadé que dans certains cas bien particuliers, dans certains quartiers de Paris, dans certaines régions bien précises de France ou d'Europe, les enfants ne se battent pas. On ne leur apprend pas la violence. Mais pour 95-98% des écoles, c'est ce qui se passe. C'est la violence. Donc, c'est vrai que la paix, l'harmonie, le respect de soi-même, le respect des autres, ce sont des choses qui peuvent vous sembler à l'unique vague. Mais pour arriver à rentrer dans le fond des choses, cela demande à ce moment-là à des exercices. C'est-à-dire qu'il faut faire des exercices sur soi. Par exemple, pour créer la paix, par exemple, puisque dans la question, on me demandait finalement comment créer la paix. Et bien la paix, ça peut se créer déjà, peut-être que certains vont trouver ça idiot, peut-être trop simple, mais la paix se crée en soi-même en respirant d'une certaine manière. Il y a une certaine respiration que l'on n'apprend pas à l'école, et même en cours de gymnastique, on ne l'apprend pas, cette respiration. Et cette respiration-là permet de calmer le stress, de calmer l'être humain. Donc déjà, si l'on veut que l'être humain ne soit pas agressif vis-à-vis des autres, il faut déjà qu'il soit en paix à l'intérieur de l'humain. Et la respiration, exercice parmi tant d'autres, est un moyen pour calmer la vie, pour faire en sorte que la paix entre en lui et s'installe. Et là, c'est une question d'entraînement. Parce que ce n'est pas parce que vous allez commencer à pratiquer cette respiration spéciale que vous allez automatiquement devenir quelqu'un de paisible, quelqu'un qui n'agresse pas.
Il vous faudra sûrement quelques semaines, quelques mois d'entraînement pour arriver à cela. Mais encore faut-il commencer, encore faut-il que les politiciens décident de prendre des décisions. Il faut qu'enfin, ils ne considèrent pas comme beaucoup d'entre nous, je ne dis pas de vous en particulier, mais beaucoup de Français, comme l'harmonie, comme quelque chose de ridicule. Moi, il m'est arrivé bien souvent, non pas au cours des conférences que je fais, mais dans la vie quotidienne, de constater que les gens qui appliquent l'harmonie, parmi les personnes qui m'entourent, me disent, quand je parle d'harmonie, on me rit au nez. Quand je parle de paix, on me dit, tu y crois, toi, tes gendarmes, enfin, bon. Et oui, et c'est avec des choses comme ça que nous restons toujours avec nos anciens instincts, nos anciennes habitudes d'agressivité. Et il faut comprendre que malgré toute notre force, notre conviction à vouloir les bonnes choses, notre partie animale, si nous ne la contrôlons pas, si nous ne la maîtrisons pas, si nous ne générons pas en nous suffisamment d'harmonie, eh bien cette partie instinctive, cette partie animale, fera particulièrement de dégâts. Et dites-vous quelque chose, c'est que là, aujourd'hui par exemple, bon, nous sommes calmes, nous sommes tranquilles parce qu'il n'y a pas de danger, apparemment. Mais quand il y a une manifestation, par exemple, même dans la rue, quand il y a un problème à l'usine, c'est là où on se rend compte combien, justement, nos instincts et nos mauvaises habitudes, nos problèmes psychologiques, nos blocages, font que nous avons envie de faire mal. Et à ce moment-là, évidemment, les déraillements, les débordements peuvent aller très loin. Et je crois que c'est dans l'intérêt même des gouvernants. C'est dans l'intérêt des gouvernants de ne pas prendre mon discours et tous les discours de ce genre à la légère. Parce qu'à force d'ignorer cette chose fondamentale qui est l'harmonie et la paix, eh bien, il risque d'avoir de drôles de surprises. Car étant donné que la crise économique bat son plein actuellement, étant donné que nous avons de plus en plus de chômeurs, et qu'au lieu que les choses s'améliorent, les choses s'aggravent, et qu'on nous promet beaucoup de choses, et que les choses n'avancent pas, d'évidence. Et elles n'avancent pas pourquoi? Parce que le chômage, parce que la crise économique, c'est dans la tête, c'est notre animal, c'est notre partie instinctive qui la cause. Il faut comprendre que nous sommes tous interdépendants et que les choses n'arrivent pas par hasard. Que c'est nous qui avons provoqué tout cela. Nous, chacun de nous, nous avons provoqué la crise économique. Et ne rejetons plus la faute sur les autres.